Je vais demander donc à Christophe Faubel et à Anne Trombini de me rejoindre. Donc on a beaucoup parlé des difficultés, mais il y a eu quand même beaucoup de solutions qui ont déjà été approchées. Après, on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions opérationnelles à grande échelle. Alors pour cela, nous sommes avec donc Anne Trombini, directrice générale de l'Association pour une agriculture du vivant. Alors vous travaillez avec plus de 1000 agriculteurs et 115 entreprises adhérentes pour promouvoir justement des pratiques agricoles régénératives alliant performance économique et préservation des écosystèmes. Ça va? Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Et avec vous, donc, Christophe Faubel, bonjour, vous êtes directeur général délégué à la mobilisation de la société à l'Office français de la biodiversité, que vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots. Très bien, bonjour à tous. D'abord, je dis un mot pour remercier Biogé, parce que pour avoir dirigé une association pendant 15 ans, organiser ce qu'ils viennent de faire en 3 jours, là, et qui continue, chapeau. Ça, c'est le premier point. Ouais, on peut les applaudir. Parce que c'est quand même très fort. Et puis, la deuxième remarque aussi, je ne suis pas sûr d'être plus opérationnel que les gens qu'on a entendus à la table ronde d'avant, mais je vais quand même essayer de dire ce qu'on fait pour essayer de faire... C'est le thème de notre échange. Donc. Oui, je sais bien, mais de faire avancer le schmilblick. Oui, mais je réagis. Alors, l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public qui a 5 ans seulement, qui vient donc d'être créé, qui a regroupé un certain nombre d'établissements publics déjà existants. Pour aller vite, nos missions... c'est un peu tous les leviers possibles pour faire face à l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a des gens chez nous qui font de la connaissance et de la recherche sur les écosystèmes, sur les pressions que subissent les écosystèmes, par exemple. On est évidemment, puisqu'on dépend du ministère de la Transition écologique, en appui des politiques publiques. On gère des aires protégées. On mobilise la société, c'est le secteur dont je m'occupe et j'y reviendrai. Et puis, on a nos collègues dans les départements qui font la police de la nature, parce qu'il y a une réglementation pour préserver ce bien commun, il faut la faire respecter. Voilà pour aller très vite. Mais je veux dire un mot sur pourquoi il y a eu la nécessité de créer un Office français de la biodiversité. Très vite, je le rappelle, même si ici, c'est plutôt des gens convaincus, mais je pense que c'est important par rapport à tout ce qui se passe ici depuis 3 jours. Il y a une chose qu'il me semble qu'il faut qu'on fasse toujours et sans relâche, c'est expliquer ce qu'est réellement la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller chercher l'opinion publique sur la réalité des enjeux. La plupart de nos concitoyens aiment la nature, on va dire au sens ils la trouvent sympathique. Par contre, rappeler que la biodiversité, c'est simplement le fait que nous sommes vivants parmi les vivants. Vous savez peut-être ici qu'il y a plus de cellules non humaines dans cette salle que de cellules humaines, et je pense aux bactéries qui couvrent notre peau ou notre biote intestinale. Donc on respire biodiversité, on mange biodiversité, on rêve biodiversité, on se soigne biodiversité, on se chauffe biodiversité. Et rappeler ça, je pense que c'est extrêmement important pour faire avancer tous les sujets qu'on a évoqués ici. Je développerai peut-être un petit peu plus ce point tout à l'heure. Alors, on va essayer de voir quelles sont les solutions donc, opérationnelles déjà en marche pour concilier agriculture et santé. Anne Trombini, vous vous dites qu'il faut un écosystème autour des agriculteurs. C'est ça. Le point de départ de notre association, donc plutôt créée par des acteurs agroalimentaires à la base, c'était de prendre conscience et de reconnaître publiquement que finalement les agriculteurs, souvent malheureusement, ne font qu'exécuter ce que les donneurs d'ordre leur demandent. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous le disiez très bien, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière la biodiversité, mais on ne sait pas non plus ce qu'il y a derrière l'agriculture, et encore moins l'agroécologie. Et la base, c'est déjà d'essayer de fédérer l'écosystème autour d'une vision commune de l'agriculture et de la transition, pour que derrière, les donneurs d'ordre fassent ce qu'il faut pour conduire les agriculteurs dans la bonne direction. Je vais donner un exemple très concret. Actuellement, les agriculteurs ont 3 grandes injonctions, on va dire. Il y a le carbone, priorité des filières agroalimentaires qui ont besoin de décarboner pour continuer d'exister. Et 80% de l'impact carbone de l'agroalimentaire, c'est les fermes. Donc, on leur bascule toute la responsabilité du carbone et aux agriculteurs de se débrouiller. Il y a l'eau, ensuite, qui a été dit tout à l'heure. Notamment tous les acteurs publics, on a une pression sur la qualité de l'eau qui est monstrueuse et sur la quantité. Et donc là aussi, on va leur demander très rapidement, parce que tout ça est à horizon 2030, grosso modo, donc on parle de rien du tout, on est loin du temps agricole. Et puis après, il y a l'injonction, je dirais, de long terme, qui est plutôt préserver mon actif, préserver mes sols, être en capacité de continuer à produire demain, et tous les enjeux de souveraineté alimentaire dans un contexte géopolitique un peu compliqué. Et l'agriculteur, il est au milieu, il doit se débrouiller avec ça.
Et ben, je vous mets au défi en tant que particulier, on fait le parallèle, vous devez être résilient, vous devez avoir une maison isolée, vous devez arrêter le plastique, vous devez arrêter les produits avec des perturbateurs endocriniens. La réponse, c'est que vous ne faites pas tout en même temps, c'est impossible. Vous faites des choix, et vous faites des choix selon vos moyens financiers, à moins d'être aidé. Et ben, l'agriculture, c'est exactement pareil, et si on ne bouge pas l'écosystème pour se mettre d'accord sur une trajectoire où les agriculteurs vont pouvoir piocher dedans, mais surtout avancer, c'est ça l'enjeu, c'est de mettre maintenant en marche 100% des agriculteurs dans cette transition. Et donc ça, c'est le gros du boulot qu'on active. Et c'est ce que vous expérimentez en ce moment dans les Hauts-de-France? Alors, les Hauts-de-France, qui est le territoire le plus avancé, mais en Normandie aussi, ça se lance. On a 6 territoires dans la Normandie. C'est justement, on appelle ça des coalitions publiques-privées. L'idée, c'est de réunir autour de la table l'ensemble des partenaires, les filières agroalimentaires, qui sont le premier débouché donneur d'ordre, les acteurs publics, les acteurs du conseil technique, et d'essayer de se dire, OK, c'est quoi la trajectoire, comment on y va ensemble, comment on concilie tout ça. Et surtout, il y a le discours, mais il y a surtout les moyens financiers. Et donc le gros du travail, c'est l'ingénierie financière, c'est de poser des données qui soient fiables, qui ne soient pas théoriques, sur ce que ça coûte à un agriculteur, sa prise de risque, et ensuite on discute de qui paye quoi. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des réflexions sur des PSE qui sont des super outils de rémunération, mais qui ne fonctionneront. PSE, ça veut dire Paiement pour services environnementaux. Donc l'acteur public, agence de l'eau ou collectivité ou peu importe, vient rémunérer pour une progression des pratiques qui va dans le sens de régénérer la biodiversité, régénérer les sols, améliorer la qualité de l'eau en général. Mais ces PSE ne peuvent fonctionner que si de l'autre côté, les filières ne demandent pas le contraire. Si au final, le débouché, je dis n'importe quoi, Nestlé, Danone, tous les gros, imposent autre chose parce qu'ils ont besoin de décarboner et que ça ne va pas dans le même sens, l'agriculteur, il n'y arrivera pas. Et donc c'est ça ce pari, c'est comment on articule les deux en montant, en euros, pour que ça tienne la route pour l'agriculteur et qu'il fasse les bons choix, et surtout en trajectoire. Christophe Aubel, vous vous dites qu'il faut travailler à l'échelle des territoires pour mobiliser les citoyens. Oui, pour mobiliser les citoyens, tout à fait. Alors, moi, je veux insister sur une chose. Dans le contexte actuel, on entend souvent parler du backlash écologique, qu'on recule, etc. Et c'est vrai qu'il y a des reculs. Je veux quand même signaler que s'il y a des reculs, en fait, c'est qu'il y a des résistances. Et en fait, moi, je reste convaincu que le backlash, il est plus orchestré et par certains. Ça peut être des médias, ça peut être des politiques. Parce qu'il y a des intérêts et des lobbies derrière qui résistent aux changements qui sont en cours. Et on a vu plein d'exemples quand même depuis 2 jours de gens qui bougent. Et ce que je vois et ce que nous voyons, nous, dans les territoires, c'est que, et là encore, on a vu plein d'exemples sur des activités et des initiatives de citoyens, d'agriculteurs ou d'organismes comme le vôtre qui font des choses. Et je veux faire un focus sur les collectivités. Nous, on a des programmes qui sont dédiés aux collectivités territoriales, Atlas de biodiversité communale, territoire engagé pour la nature. Alors vous allez me dire, c'est un atlas, ça sert à cartographier les enjeux biodiversité d'une commune. Territoire engagé pour la nature, c'est l'idée d'avoir un plan d'action de communes favorable à la biodiversité. On n'a jamais eu autant de succès que ces dernières années. On met pas mal d'argent, ça peut aller de 6 à 8 millions par an pour financer, par exemple, les ABC. On pourrait financer plus si on avait l'argent, parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont envie de faire. Et beaucoup de ces communes agissent sur les questions de transition agroalimentaire. On a évoqué les cantines, mise en place de maraîchers bio, souvent accompagnés d'ailleurs d'enjeux sociaux, c'est-à-dire qu'on fait travailler des personnes en difficulté aussi pour transformer ce que vont produire les maraîchers municipaux pour alimenter ensuite les cantines scolaires, par exemple. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que, et là aussi j'ai envie de rebondir sur ce que j'ai entendu depuis 3 jours, on voit que les solutions techniques, elles existent, vous venez de le dire, même si évidemment il y a des choses à faire pour les mettre en place. On voit qu'il y a plein d'agriculteurs qui ont envie. On nous a tout à l'heure parlé des politiques dont on a besoin d'avoir, qu'il y ait de l'audace pour faire. Et moi, je pense qu'il faut qu'on travaille conjointement les questions sociales et environnementales. C'est pour ça que je citais cet exemple de communes qui vont aller chercher des gens en difficulté pour accompagner aussi les maraîchers bio qu'on met ensemble. Il faut qu'on change le récit sur les questions de transition écologique, qu'elles soient liées à l'agroalimentaire ou sur d'autres sujets, c'est la même chose. Il faut qu'on aille chercher, j'aime bien utiliser cette formule, les gilets jaunes, ils n'ont pas manifesté contre le dérèglement climatique. Les gilets jaunes, ils ont manifesté contre la taxe carbone qu'ils trouvaient injuste. Et donc c'est comment on arrive à traiter par tous les bouts, tous les sujets. Et là, je renvoie à ce qui
pour nous et notre fil conducteur, les messages de l'IPBES, qu'on a beaucoup évoqué hier soir aussi, ce GIEC de la biodiversité, qui nous dit qu'il faut à la fois changer les façons de voir, changer les façons d'organiser les choses, évidemment, avoir des réponses techniques. Et ils insistent sur l'équité et l'inclusivité. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut travailler. Et la chance, de mon point de vue, évidemment, c'est aussi ce qui ressort des échanges tous ces jours-ci, à la fois de la biodiversité et à la fois de la transition alimentaire, c'est que quand on met en place des choses, on fait aussi du lien social. Et on s'adresse à la vraie vie des gens, et il faut changer le récit. Tant que le modèle dominant, en tout cas chez beaucoup de nos concitoyens, c'est, allez, en tout cas il y a des gens qui le disent, c'est la grosse voiture, je caricature un peu, mais quand même il y a de ça, ou la belle montre, ou... Eh ben, on n'arrivera pas à changer. Donc, comment on revient à ce que nous sommes, c'est-à-dire des animaux sociaux, des animaux qui ont envie de relations, eh ben, comment on arrive à changer ces récits? Je pense que c'est là-dessus. Nous, c'est ça qu'on essaye de faire, en tout cas, à l'OFB. Et j'ai pas envie de rentrer dans les... Évidemment, on accompagne tout ce qui techniquement peut se faire, mais ça a été développé ces 3 jours et j'ai envie d'insister là-dessus. Comment on change, nous tous collectivement, qui sommes convaincus qu'il faut que ça bouge, le récit pour aller chercher et embarquer le plus de monde. Parce que pour rebondir, et je m'arrêterai là sur la table ronde aussi tout à l'heure sur les politiques, c'est tout à fait vrai qu'il faut des politiques courageux, mais et l'exemple de la peine de mort, pour moi, a quand même une limite, ça a été dit tout à l'heure, Monsieur Badinter, c'est qu'il n'y avait pas de lobby qui disait il ne faut pas retirer la peine de mort. Et donc, c'est aussi une affaire d'opinion, c'est pour ça qu'il faut aller chercher le plus de nombre de nos concitoyens. Anne Trombini, vous dites aussi que pour essayer de mettre en place des solutions opérationnelles à grande échelle, il faudrait finalement inverser un peu la logique, c'est-à-dire au lieu de partir des besoins des industriels, partir des coopératives agroalimentaires. Oui, ça rejoint cette logique des donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'on a vécu dans une ère où ça allait à peu près bien. Aujourd'hui, tout s'est inversé. Donc, en fait, l'agriculture, elle exécutait des demandes qui venaient de l'aval des filières agroalimentaires, qui répondaient à des besoins de consommateurs réels ou inventés pour des raisons marketing. Aujourd'hui, on voit bien que le premier enjeu, pourquoi les industriels aujourd'hui s'intéressent à ces sujets et pourquoi tout le monde s'intéresse à ce sujet, c'est que c'est un sujet de résilience. C'est comment on fait pour maintenir notre capacité à nourrir demain. Donc si on veut adresser ce défi, il faut repartir de ceux qui vont faire la production agricole. Il faut repartir des agriculteurs et de comprendre quels sont leurs besoins à eux pour faire cette transition. Et structurer des filières à partir de là. Structurer des filières. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde dans lequel on vit est structuré de la manière inverse, puisque tout descend de Paris, etc. Tout descend des filières agroalimentaires. La recherche, c'est pareil. Tout est fait du haut vers le bas. Alors que là, il va falloir inverser. Et donc nous, c'est ce qu'on fait dans ces projets-là, c'est qu'on repart de la réalité des fermes. Donc on travaille surtout pas avec des modèles théoriques, on part avec des données réelles. Vous pouvez nous donner un exemple concret, même en citant une marque Non, de manière très simple. Là, par exemple, sur le projet Normandie de coalition, on va aller faire des collectes de données sur des fermes pour savoir réellement de quoi on parle. C'est quoi la réalité de la situation agricole en Normandie aujourd'hui, d'un point de vue agronomique, d'un point de vue utilisation de phytosanitaires, d'un point de vue couverture des sols, travail du sol, on va quantifier tout ça, et d'un point de vue économique. Et on voit bien qu'à l'échelle de la Normandie, il n'y a pas une façon de faire de l'agriculture et une situation économique. Haute-Normandie, on va dire qu'ils s'en sortent bien. Basse-Normandie, plus on va descendre vers Centre-Val-de-Loire, plus c'est catastrophique d'un point de vue économique. Donc forcément, les réponses ne peuvent pas être les mêmes. Et c'est là où je rejoins le discours précédent, c'est que ça ne peut pas être des solutions nationales, ça ne peut être que des solutions locales, parce qu'il va falloir repartir de la problématique de l'agriculteur. Dans ces régions sinistrées, on ne peut pas leur dire « vas-y, investis ». Non, il va falloir clairement investir pour eux au démarrage, parce qu'ils ne sont pas en capacité financière. Mais qui peut investir du coup? Les industriels de l'agroalimentaire qui sont intéressés à sécuriser leur approvisionnement? En particulier, mais pas que, puisque eux aussi ne vont pas pouvoir financer tout seul. Ça ferait renchérir le prix alimentaire et donc perte de compétitivité. Au final, ils ne vont pas vendre leurs produits, donc ça ne marchera pas. Donc en fait, c'est bien ces coalitions, parce qu'on va avoir des PSE, des acteurs publics qui vont venir porter une partie du risque. En particulier, le risque-rendement, c'est un peu le truc qu'on ne peut pas récupérer financièrement. Les filières vont payer les surcoûts. La banque, très importante, le Crédit Agricole, première banque de l'agriculture, aujourd'hui, elle bouge. On a un premier cas dans les Hauts-de-France, ils ont développé des taux bonifiés. Donc au lieu de 3,95%, c'est 1,99% si on est en transition. Ça, je vous dis que ça marche à fond. Les agriculteurs plébiscitent énormément. Et surtout, ce qui plébiscite, c'est le discours commun. C'est-à-dire que sa banque, sa collectivité et son industriel sont débouchés.
vont utiliser le même diagnostic, les mêmes données de base. On s'est mis d'accord sur un seul outil, donc, qui s'appelle l'indice de régénération qu'on a développé, qui est un outil qui part des pratiques agricoles. Donc l'agriculteur le comprend, il ne le voit pas comme une contrainte administrative et il n'en a qu'une. C'est-à-dire qu'il le fait une fois et derrière, il va aller voir l'ensemble de ses partenaires pour aller chercher le financement qui lui convient en fonction de sa stratégie. Et ça marche, puisque dans les Hauts-de-France, par exemple, on a eu un appel à projet de l'Agence de l'eau. Il y avait 100 places, on a eu 175 candidatures. On était obligé de refuser des candidatures. Il n'y a rien de pire que de devoir refuser des agriculteurs qui ont envie de bouger. Mais là où je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de bouger. Parce que quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, c'est juste, c'est déprimant. On n'a juste pas envie de sortir d'huile. En local, ça bouge. Toutes les collectivités, depuis le 1er janvier de cette année, donc ça fait 9 mois, les collectivités ont le droit de faire des PSE. C'est tout nouveau. Donc la réglementation change. Il y a moins d'argent dans les caisses nationales, on va descendre au niveau local, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup plus, mais on étale le pouvoir finalement de trouver des solutions locales. Et bien, les collectivités répondent. Il y a plus d'une trentaine de PSE qui sont déjà en gestation. Donc en fait, ça bouge énormément, ça bouge dans les filières parce qu'elles n'ont pas le choix, elles ont besoin de continuer à avoir des produits qui rentrent dans les usines, donc il y a besoin de matières premières agricoles. Les collectivités, on leur donne le pouvoir, elles peuvent commencer à travailler, et si on les met autour de la table, on y arrive. Oui, voilà, ça donne de l'espoir. Merci beaucoup pour ça. Christophe Aubel, donc vous travaillez pour la mobilisation de la société. Vous me parliez par exemple de l'expérience des familles à biodiversité positive. Expliquez-nous ça. Oui, voilà, j'ai pas complètement répondu à la question jusqu'à maintenant. Donc, on accompagne des choses concrètes. Donc, Famille à biodiversité positive, c'est un programme porté par les parcs naturels régionaux, en fait. Et l'idée, et donc nous on les finance pour qu'ils arrivent à mettre ça en place, c'est d'accompagner des familles pour, pas seulement en matière d'alimentation, vraiment dans tous les domaines, essayer de faire changer les pratiques pour avoir des comportements plus favorables pour la biodiversité. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on se fait, en se rappelant toujours que si on fait ça, c'est pas, et ça a été dit aussi plusieurs fois, il ne s'agit pas de mettre sur l'épaule de nos concitoyens la responsabilité de tout changer. Hein. On est d'accord qu'il y a... Mais simplement, ça permet aussi de tirer des enseignements de comment on peut, justement, je reviens à ça, raconter l'histoire pour que les gens aient envie de changer, peut-être se mettre à discuter aussi avec les agriculteurs du coin d'une façon plus positive. Après, juste souligner qu'en matière de mobilisation, les inspecteurs de l'environnement, les policiers de la nature dont je parlais tout à l'heure, ils interviennent dans les lycées agricoles. On a un partenariat, nous, on va travailler le contenu des programmes des lycées agricoles avec le ministère de l'Agriculture pour les faire évoluer, pour plus de prise en compte des enjeux de biodiversité, par exemple. On soutient des projets d'associations. On a un partenariat avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique, par exemple, mais aussi avec Noé Conservation, ou Humanity Biodiversité, ou Biogé, pour le coup, puisqu'on a aidé à l'organisation de cela. On a des programmes aussi plus dédiés aux agriculteurs, AgriFaune, qui est un dispositif où on essaye de mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité en lien avec des agriculteurs, le monde de la chasse aussi, parce que quand on a l'établissement public, on a le devoir d'aller travailler avec tout le monde, évidemment, et nos parties prenantes, c'est tous les acteurs sociaux possibles et imaginables, si j'allais le dire, dans la société. Un petit mot sur les produits de la mer, parce que depuis qu'on est ici... J'allais vous poser la question, voilà. On parle d'alimentation, et évidemment principalement d'agriculture, c'est logique et c'est normal, mais nous on est aussi dans des parcs naturels marins, et l'alimentation c'est aussi les produits de la mer, et on a aussi des défis à relever pour les produits de la mer, à la fois parce qu'évidemment on surexploite les populations de poissons, mais aussi parce qu'il y a des problèmes sanitaires. On a parlé il n'y a pas longtemps des pollutions, par exemple dans les boîtes de thon. Et donc dans les parcs naturels marins, on va travailler avec la filière pêche pour faire évoluer les pratiques et essayer de faire bouger les choses. On travaille aussi avec l'institution Éthique Océan, qui finalement fait un peu penser à vous, mais dans le domaine des milieux marins, ils sortent des guides sur les produits de la mer. Il y avait un chef hier soir, il y a aussi beaucoup de chefs qui s'engagent sur une manière différente de gérer l'alimentation liée à la faune marine, et je pense que c'est important de le garder en tête, même si on l'a peu évoqué sur ces 3 jours. Donc voilà, on essaye de jouer sur tous les panels, et puis peut-être 2 choses qu'on lance là, c'est assez récent, ça a 9 mois, un centre de ressources agroécologiques. L'idée, c'est notamment d'aller chercher les filières
aval de l'agriculture pour faire changer les pratiques. Les centres de ressources, qu'on appelle nous un centre de ressources, c'est de l'animation de communauté, c'est de la formation, c'est des rencontres techniques. On le fait ça dans plein de domaines, hein. Alors sur des domaines plus biodiversité au départ, comme Trame verte et bleue ou Natura 2000, mais on veut le faire sur l'agroécologie. C'est dans le cadre d'un programme européen. On a pas mal de partenaires, dont par exemple des filières agricoles qui, dans le Massif central, avec les prairies, veulent faire différemment et mieux porter leurs pratiques. Voilà un autre exemple. Et puis citer aussi deux choses qu'on va lancer, deux travaux qu'on va lancer. On travaille d'abord, ça s'est lancé avec le ministère et d'autres, l'ADEME par exemple, sur un label, plutôt sur l'équivalent d'un Nutri-Score sur les questions environnementales. Comment, à terme, sur les produits alimentaires, on peut avoir quelque chose qui nous permette de nous y retrouver sur l'impact environnemental de ces produits. Et puis on va lancer une analyse de tous les labels existants alimentaires du point de vue de leur impact, bon ou moins bon, ou peut-être pas bon, en matière de biodiversité. Voilà, plein de solutions opérationnelles, ça fait du bien. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Oui, madame, monsieur, attendez, on va vous donner un micro. On a une petite dizaine de minutes pour les questions. Ah, merci. Voilà. Merci. Bonjour, j'ai la chance d'être là depuis ce matin, donc merci pour tous les échanges, c'est hyper intéressant. Et pour revenir sur le thème global aussi qui relie tout ce qui est alimentation à la santé, là on a entendu beaucoup de solutions opérationnelles qui concernent justement la production alimentaire, la souveraineté, etc. J'ai entendu beaucoup de choses sur voilà, les liens, les connexions, la partie ingénierie financière, etc. J'aimerais... Potentiellement, je serais vraiment intéressée pour entendre des solutions opérationnelles qui mettent en lien vraiment avec la santé, puisque l'on sait que voilà, ce que l'on va manger, notre façon de nous alimenter va directement impacter notre santé, la santé du vivant humain, et puis la santé du vivant au sens large. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui vraiment comme solution opérationnelle pour aller faire le lien vers la santé au sens large? Vous aviez cité en ouverture One Health. Je pense que c'est assez mal connu. C'est un peu comme Earth. Alors après, ce que j'allais vous répondre, c'est tout ce dont on a parlé ce matin est en lien avec une seule santé. La santé de l'environnement, c'est aussi la santé humaine. Bien sûr. Et cet après-midi, nous allons beaucoup faire le lien entre aliments et santé, aliments transformés, pas transformés, que mettre dans son assiette, comment consommer, etc. Mais vous pouvez sûrement répondre à cette question. En tout cas, un exemple, j'ai parlé tout à l'heure des atlas de biodiversité communale, donc il y a un dispositif, encore une fois, à destination des communes pour, au départ, cartographier les enjeux de biodiversité de la commune pour ensuite en tirer des plans d'action, par exemple en matière d'urbanisme. Ça, c'était le point de départ. On a étendu ça en termes de plans d'action et il y en a qui commencent donc à aller sur l'alimentation et la cantine. Et on veut, et on a ici une chargée de mission alimentation santé, alors elle n'est pas là depuis, ça fait 1 an je crois qu'elle est arrivée à l'OFB, c'est peut-être pour ça qu'on a moins de sujets encore sur ça que sur d'autres, mais on voudrait ouvrir la question des atlas de biodiversité communale à One Health. Comment, à l'échelle d'un territoire, on peut essayer d'avancer ce type de choses. Il y a eu un exemple donné quand même par Pierre Souvet ce matin, hein, dans la commune de Douai, vous avez vu, voilà, qui est un autre exemple, et puis je voulais vous inciter. Oui, c'était... Nous, on porte aussi beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, le message de l'IPBES. l'IPBES, il dit quoi? Il dit changement transformateur, mais il dit aussi gérer ensemble les fondements de la biodiversité, les dérèglements climatiques, l'alimentation, la qualité de l'eau et la santé. Et finalement, quand les parcs naturels marins dont je citais tout à l'heure, à l'échelle d'un territoire, un parc naturel marin, vous avez un conseil de gestion qui est constitué des parties prenantes. Moi, j'en connais un, alors c'était pas en Normandie, c'était en Bretagne, mais qui s'est exprimé contre l'installation d'un élevage industriel de porc, et ils peuvent quelquefois donner des avis qui sont des avis conformes, c'est-à-dire que le préfet suit la décision donnée par le conseil de gestion. Encore une fois, c'est le conseil de gestion, c'est les parties prenantes, hein. Il y avait les acteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les ONG, etc. Alors, les agriculteurs ne sont pas dans les instances des parcs naturels marins, ils avaient ensuite souligné cela. Quand un parc naturel marin comme celui-là finalement dit pas d'installation de cet élevage industriel qui était très gros, il agit aussi pour la santé en fait. Ils l'ont fait d'abord évidemment pour des questions de pollution des milieux marins, hein, les pêcheurs notamment, avec le problème des algues vertes, mais ça joue aussi un petit peu là-dessus évidemment. Après voilà, on vient de recruter pour aller plus loin sur ces questions de One Health.
Une autre question. Je voulais peut-être juste ajouter un point, c'est que One Health, c'est donc santé globale. Donc c'est bien l'intérêt d'avoir une approche globale au niveau de l'agriculture et de ne pas emmener les agriculteurs que dans une voie, mais bien l'ensemble. Nous, on a essayé de qualifier le lien entre santé des sols, santé des plantes dans une thèse. Au bout de 3 ans, on a abouti qu'à des résultats intermédiaires, alors que ça nous coûtait un bras en analyse, parce qu'évidemment, quand on est sur du systémique, il faut démultiplier les analyses. Donc là, il y a un vrai pan de recherche à actionner. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est que quand même, on sait que le gros de la santé, le problème, il est aussi chez les industriels et la transfo. Et c'est assez facile de remettre à nouveau, une fois de plus, la faute sur les agriculteurs. Mais le gros de la qualité des aliments qui sortent de la ferme, de toute façon, est dégradé derrière par l'industrie agroalimentaire. Donc c'est encore nous allons mettre des nuances cet après-midi. Il y a les produits transformés et les produits ultra transformés. Je vous incite à rester. Une autre question ? Bonjour. Merci pour vos interventions. J'avais une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais comment changer de récit dans un contexte d'hyperconcentration des médias et une indépendance de l'audiovisuel public remise à mal depuis la suppression de la redevance? Voilà, merci beaucoup. Gros sujet. Alors, si j'avais la recette comme ça, ce serait super. En tout cas, ce qu'on essaye de faire sur cette question, hein, et là aussi, alors quand même, je souligne, hein, nous, on est en train de travailler notre contrat d'objectif et de performance, ce qu'on appelle un COP dans le jargon techno. Ça, c'est ce qui lie un établissement public et le ministère de tutelle pour les 5 ans qui viennent. On est en train de finaliser le nôtre. Cette question des récits fait partie des objectifs confiés à l'OFB. Donc ça, c'est d'abord pour dire que quand je dis qu'on va travailler à ça, c'est voilà. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'une part, alors de raconter ce que je disais tout à l'heure, et de sensibiliser à ce qu'est la biodiversité. Évidemment, on va regarder ce que nous disent les sciences comportementales aussi sur comment on fait changer les gens. Et ça a été dit aussi hier, c'est pas que la rationalité et le discours scientifique, comment on va chercher les émotions. Alors c'est pour ça qu'on se met à travailler de plus en plus avec des acteurs culturels. On a fait des choses à Beaubourg, on a fait l'Université de la Terre, on a des partenariats avec la Haute École des Arts du Rhin ou les Arts Déco à Paris, pour aller chercher les acteurs culturels, des médiateurs en fait différents de ceux qu'on pouvait avoir avant. On est en train de réfléchir à mettre en place une mission cinéma, une mission culture à l'OFB, c'est-à-dire aider des artistes, par exemple, qui voudraient raconter les choses différemment sur ces sujets. Et puis, évidemment, il ne s'agit pas d'imposer un récit qui tomberait d'en haut, hein, ça ce serait... j'ai aussi dit que c'était des questions d'équité, et je ne l'ai pas dit, mais de démocratie, évidemment, la transition écologique. Et donc, c'est des dispositifs, alors il en existe un auquel nous sommes associés, mais on n'est pas porteur, qui est le dispositif Érable. Érable, c'est donc un groupement d'intérêt public qui dépend du ministère, qui a un programme où il s'agit dans des territoires, donc en associant des territoires, des scientifiques et des artistes, d'essayer de mettre en place des projets liés à la transition écologique, pas forcément que agroalimentaire, hein, pour le coup c'est plus vaste. Et nous on veut aller plus loin là-dedans et effectivement appuyer des initiatives locales qui existent sur ce type de choses. Voilà, et essayer de faire qu'on co-construise des récits. Dernier point là-dessus, on veut aussi associer à ça tous les gens, par exemple à l'ADEME, qui travaillent sur la prospective. C'est-à-dire, on a des scénarios qui nous disent si on continue comme ça, voilà la trajectoire de nos sociétés. Alors souvent, c'est pas très rose, mais comment, à la fois en associant ces scientifiques qui travaillent à la prospective, les acteurs culturels et des concitoyens, on essaye de faire émerger d'autres récits. Voilà, j'ai pas mieux que ça, et on verra si ça marche. Mais bon, comme ça fait 40 ans que je suis dans la protection de la biodiversité et qu'on a essayé plein de trucs, je me dis qu'il faut essayer cela et on va finir par y arriver. Voilà, et moi, c'est pas parce que je travaille à RFI, mais continuez à écouter le service public. Non, j'ajouterais de ne pas oublier les écoles. Et je ne sais pas si on en a parlé dans les 3 jours, mais l'association des enfants et des arbres, par exemple, qui fait des partenariats entre agriculteurs et l'école à côté. Et les enfants vont planter les arbres. Et je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que de prendre les enfants au petit âge. Les choses sont ancrées. Oui, mais en attendant qu'ils grandissent, il faut quand même s'occuper des adultes. Mais les enfants ont quand même le pouvoir sur les adultes à la maison. C'est vrai, il y a un effet ricochet. Une dernière question, madame. Oui, une question pour Anne Trombini, et merci encore, parce que tout ça est extrêmement éclairant et je pense très peu connu du grand public. Donc trouver des tas de façons aussi de juste partager tous ces éléments me paraît très, très important. Une petite question sur les PSE, parce que je trouve que les coalitions, c'est vraiment une approche très intéressante. Vous n'avez pas évoqué dans la liste, sans doute non exhaustive, des acteurs impliqués, les coopératives.
Et je voulais savoir justement, parce que ce sont des acteurs intermédiaires, proches du terrain, mais pas... Voilà, et je suis passée très vite parce que le sujet est complexe, mais en fait, on part des coopératives pour monter les coalitions, puisqu'en fait, c'est le maillon clé, je dis souvent, qui est un peu invisible. Hein, c'est le maillon tabou. D'ailleurs, elles sont bien tranquilles parce qu'on n'en parle pas trop, et donc elles font comme elles peuvent au milieu. Mais il faut que ça parte d'elles, puisqu'elles sont au milieu de cet écosystème. Elles sont ancrées sur le territoire. Donc en fait, en Normandie, c'est Natop, coopérative locale, qui porte le projet. Et aussi parce qu'elles-mêmes, elles vont devoir faire évoluer leur modèle d'affaires, leur modèle économique. Et donc, dans le projet de la coalition, il y a aussi soutenir les agriculteurs, mais il y a aussi aider la COP à faire sa transition. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cette matinée. Donc, on arrête là pour ce matin.